rappelant l'alliance. Welcome, everybody. Can everybody hear me okay? Great. Okay, we're going to start today's program from the birthplace of Lafayette in Chavaniac, France. Chavaniac, France. Nous sommes là aujourd'hui, le 8 juillet, pour partager l'esprit de 1776 et célébrer les valeurs de liberté et d'égalité, droits inaliénables que programme la Déclaration d'indépendance signée le 4 juillet 1776 par des colons américains qui réclamaient leur indépendance. La première lecture publique de la Déclaration eut lieu à Philadelphie le 8 juillet 1776 à midi, heure locale, 18h en France. L'initiative de la lecture répond au projet d'un membre des American Friends of Lafayette d'Hawaï. Lire à la même date, simultanément, la déclaration, à la même heure, en même temps et ensemble, dans de nombreux lieux à travers le monde entier, pour commémorer 250 ans plus tard l'adoption de ce texte et les valeurs qu'il porte. Ce sera Roy, jeune citoyen américain, qui lira la déclaration. Vous trouverez la traduction en français sur le livret. Roy, aux États-Unis, interprète dans de nombreuses cérémonies Lafayette. Chavaniac, terre natale de Lafayette, qui partit combattre en Amérique pour la liberté. Chavaniac Lafayette a accepté de participer à cet événement historique. En tant que présidente du Club Lafayette et organisatrice de cette lecture, je remercie de leur présence, messieurs et mesdames les élus, les porte-drapeaux de la belle journée, rappelant l'Alliance française, Alain Aymar, qui interprétera les hymnes américains et français, ainsi que toutes les présidentes et présidents des associations locales, le département, et tout particulièrement Céline Chassefer et Madame Luce Manceau, maire de Chavaniac. Je vais passer la parole à Madame Manceau. Madame la vice-présidente du département de la Haute-Loire, chère Annie, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je souhaite excuser l'absence de Monsieur Mathias Régnier, sous-préfet de Brioude, et Monsieur Peter Vigier, député. J'excuse aussi Madame Sandrine Roux, présidente de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier. Je tiens à remercier chaleureusement le département de la Haute-Loire et tout particulièrement Annie Ricou ainsi que tous les agents, Céline et ses collègues pour leur engagement à nos côtés. Je tiens à remercier Myriam Waze, représentant du Club Lafayette et l'association American Friends of Lafayette, dont l'engagement, le travail et la passion ont permis l'organisation de cette cérémonie en créant le lien entre ce lieu, le château et d'autres lieux, dont Picpus à Paris. Notre commune est fière de contribuer à cette commémoration internationale. Je rappellerai ici une autre page de l'amitié franco-américaine, incarnée par John Moffat, arrivé à Chavaniac après la Première Guerre mondiale pour porter le projet du préventorium destiné à accueillir et soigner les enfants fragilisés grâce à la générosité américaine. Resté profondément attaché à notre village jusqu'à la fin de sa vie, il est décédé en 1966 et repose aujourd'hui dans le parc du château. Commémorer n'est pas seulement regarder le passé, c'est transmettre aux générations présentes et futures les valeurs qui fondent nos démocraties, la liberté, le respect de la dignité humaine, la solidarité et la paix. Je souhaite que cette lecture soit un moment de réflexion, de partage et de fraternité. Je remercie sincèrement de votre présence qui témoigne de votre attachement à cette histoire exceptionnelle dont Chavaniac est l'un des hauts lieux. Je vous souhaite une très belle cérémonie. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers amis du château de Chavaniac-Lafayette, c'est avec une très très grande joie que je vous souhaite la bienvenue au château de Chavaniac, qui est aujourd'hui la propriété du département de la Haute-Loire, mais qui est surtout le lieu de naissance du marquis de Lafayette, dont l'engagement continue d'inspirer le monde. Ici, chaque pierre rappelle l'élan de ce jeune homme qui a choisi de consacrer sa vie à des idéaux plus grands que lui.
C'est un moment fort qui nous réunit aujourd'hui, la lecture de la Déclaration d'indépendance américaine. Grâce à des ponts virtuels, nous sommes reliés à d'autres sites en France et à l'international. J'y vois un rappel de l'universalité des valeurs défendues en 1776, la liberté, l'égalité des droits et la dignité humaine. Je remercie chaleureusement le Club Lafayette et les American Friends of Lafayette pour l'organisation de cet événement. Votre présence contribue au rayonnement de ce site auquel le département de la Haute-Loire est profondément attaché. Permettez-moi enfin de saluer le dynamisme de la mairie, partenaire essentiel dont l'implication renforce chaque jour la vitalité et l'attractivité du château. Que cette lecture soit le symbole d'une amitié durable et d'un héritage partagé. Je vous souhaite une très belle cérémonie. Merci. Non, elle bouge, elle ne pas bloquer du tout. Le drapeau bouge, c'est pas bloqué. Elle bouge. Ah, c'est non, mais là, c'est la $59. In Congress, July 4th, 1776, the unanimous Declaration of the 13 United States of America. When, in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them. A decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men to
deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, as to institute new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. Prudence, indeed, will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes. And accordingly, all experience has shown that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government and to provide new guards for their future security. Such has been the patient sufferance of these colonies, and such is now the necessity which constrains them to alter their former systems of government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute tyranny over these states. To prove this, let facts be submitted to a candid world. He has refused his assent to laws, the most wholesome and necessary for the public good. He has forbidden his governors to pass laws of immediate and pressing importance, unless suspended in their operation till his assent should be obtained. And when so suspended, he has utterly neglected to attend to them. He has refused to pass other laws for the accommodation of large districts of people, unless those people would relinquish the right of representation in the legislature, a right inestimable to them and formidable to tyrants only. He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the dispository of their public records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures. He has dissolved representative houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected, whereby the legislative powers, incapable of annihilation, have returned to the people at large for their exercise, the state remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without and convulsions within. He has endeavored to prevent the population of these states, for that purpose obstructing the laws for naturalization of foreigners, refusing to pass others to encourage their migrations hither, and raising the conditions of new appropriations of lands. He has obstructed the administration of justice by refusing his assent to laws for the establishment of judiciary powers. He has made judges dependent on his will alone for the tenure of their offices and the amount and payment of their salaries. He has erected a multitude of new offices and sent hither swarms of officers to harass our people and eat out their substance. He has kept among us, in times of peace, standing armies without the consent of our legislatures. He has affected to render the military independent of and superior to the civil power. He has combined with others to subject us to a jurisdiction foreign to our Constitution and unacknowledged by our laws, giving his assent to their acts of pretended legislation, for quartering large bodies of armed troops among us, for protecting them by a mock trial from punishment for any murders which they should commit on the inhabitants of these states, for cutting off our trade with all parts of the world, for imposing taxes on us without our consent, for depriving us, in many cases,
of the benefits of trial by jury, for transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses, for abolishing the free system of English laws in a neighboring province, establishing therein an arbitrary government, and enlarging its boundaries so as to render it at once an example and fit instrument for introducing the same absolute rule into these colonies, for taking away our charters, abolishing our most valuable laws, and altering fundamentally the forms of our governments, for suspending our own legislatures and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever. He has abdicated governments here by declaring us out of his protection and waging war against us. He has plundered our seas, ravaged our coasts, burnt our towns, and destroyed the lives of our people. He is at this time transporting large armies of foreign mercenaries to complete the works of death, desolation, and tyranny already begun with circumstances of cruelty and perfidy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unworthy the head of a civilized nation. He has constrained our fellow citizens, taken captive on the high seas, to bear arms against their country, to become the executioners of their friends and brethren, or to fall themselves by their hands. He has excited domestic insurrections amongst us, and has endeavored to bring on the inhabitants of our frontiers the merciless Indian savages, whose known rule of warfare is an undistinguished destruction of all ages, sexes, and conditions. In every stage of these oppressions, we have petitioned for redress in the most humble terms. Our repeated petitions have been answered only by repeated injury. A prince whose character is thus marked by every act which may define a tyrant is unfit to be the ruler of a free people. Nor have we been wanting in attentions to our British brethren. We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and consanguinity. We must therefore acquiesce in the necessity which denounces our separation, and hold them as we hold the rest of mankind, enemies in war, in peace friends. We, therefore, the representatives of the United States of America, in General Congress assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the name and by authority of the good people of these colonies, solemnly publish and declare that these united colonies are, and of right ought to be, free and independent states, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the state of Great Britain is and ought to be totally dissolved, and that as free and independent states, they have full power to levy war, conclude peace, contract alliances, establish commerce, and to do all other acts and things which independent states may have right to do. And for the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of divine providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor.
So I'm not sure why we can't hear the musical rendition right now. Let's see if they can figure it out, but in moments, we'll be switching over to Whose Cemetery for the second reading of the Declaration of Independence. Morrows in mode. Echo mode. Original sound mode. Morrows in mode. Echo J'ai mode. l'honneur de vous convier à un pot de l'amitié et musical sur la place du village. Vive Lafayette! Vive Lafayette! Vive Lafayette! Thank you, Myriam Waze, Roy Wulf, and Club Lafayette. That was amazing. I really appreciate what you've done. Now we will be switching over to, let's see, here we go. The Picpus Cemetery. Hold on one second. Let me get them up and running. Que si tu dévisses. Okay, Agnes, you're on. Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis, Chavaniac, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les élus, madame le porte-drapeau de Paris 17, mesdames et messieurs les professeurs et élèves du collège Jean Monnet de la Loupe, mesdames et messieurs, chers amis français et américains, chers amis American Friends of Lafayette. 250 ans nous séparent désormais de la première lecture de la déclaration d'indépendance des 13 colonies de la couronne britannique devenues États-Unis d'Amérique. Pour mieux comprendre ce moment de l'histoire américaine, nous allons vous relater rapidement les grandes dates de cette période avant d'écouter la lecture de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Representatives of the United States Embassy, representatives of civil and military authorities, elected officials, presidents and administrators of patriotic associations, flag bearers, teachers, and students of Jean Monnet Middle School, our dear French and American friends of Lafayette. 250 years now separate us from the first reading of the Declaration of Independence of the 13 colonies of the British Crown, which became the United States of America. To better to understand this moment in American history, we will briefly recount the key dates of this historical event before listening to the reading of the United States Declaration of Independence in French. Depuis 1763, il règne un certain mécontentement à l'égard du régime colonial en vigueur dans les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. Since 1763, there had been a certain discontent with the colonial regime in force in the 13 British colonies of North America. Le 19 avril 1775, les batailles de Lexington et Concord entre les troupes régulières britanniques et les milices citoyennes du Massachusetts marquent officiellement le début de la guerre d'indépendance américaine. On April 19th, 1775, the battles of Lexington and Concord between British regular troops and Massachusetts citizen militia officially marked the beginning of the American Revolutionary War. Le 10 mai 1775, le second congrès continental réunissant les délégués des 13 colonies se rassemble à Philadelphie. Parmi les délégués, George Washington, Benjamin Franklin, John Jay, Arthur Lee, Silas Deane, John Adams et Thomas Jefferson. On May 10th, 1775, the Second Continental Congress, bringing together delegates from the 13 colonies, met in Philadelphia. Among the delegates were George Washington, Benjamin Franklin, John Jay, Arthur Lee, Silas Deane, John Adams, and Thomas Jefferson. Le 14 juin 1775, le second congrès continental crée l'armée continentale afin d'assurer la défense commune des 13 colonies. George Washington est choisi pour commander cette armée. On June 14th, 1775,
The Continental Congress created the Continental Army to ensure the common defense of the 13 colonies. George Washington was chosen to command this army. Le 3 juillet 1775, George Washington prend officiellement ses fonctions. The 3rd July 1775, George Washington officially took office. Le 8 août 1775, en France, le marquis de Lafayette, officier en garnison à Metz, rencontre au cours d'un dîner le duc de Gloucester. Il est le frère du roi George III d'Angleterre, qui fait le récit d'une situation explosive qui agite un pays lointain de l'autre côté de l'Atlantique. Les 13 colonies de la couronne d'Angleterre se sont rebellées. À la fin du souper de Metz, Lafayette alors décide de s'engager en faveur des colons américains. On August 8, 1775, in France, the Marquis de Lafayette, an officer stationed in Metz, met the Duke of Gloucester, brother of King George III of England, at a dinner. The Duke recounted an explosive situation in a distant country across the Atlantic. The 13 colonies of the English crown had rebelled. At the end of the Metz dinner, Lafayette decided to take up the cause of the American colonists. Entre le 7 août et le 27 décembre 1775, le roi Louis XVI envoie en Amérique pour une mission d'enquête secrète des émissaires qui lui feront un report élogieux le 28 décembre 1775. Between August 7th and December 27th, 1775, King Louis XVI sent emissaries to America on a secret mission of inquiry, who gave him a glowing report on December 28th, 1775. Le 10 janvier 1776, l'écrivain et philosophe Thomas Paine, dans son pamphlet « Le sens commun », prône l'indépendance des 13 colonies vis-à-vis de la Grande-Bretagne. On January 10th, 1776, the writer and philosopher John Thomas Paine, and in his pamphlet Common Sense, advocated for the independence of the 13 colonies from Great Britain. Le 17 mars 1776, les forces britanniques évacuent Boston après un siège victorieux mené par l'armée continentale sous le commandement de George Washington. C'est la première victoire significative des forces américaines durant la guerre d'indépendance. On March 17th, 1776, British forces evacuated Boston after a victorious siege led by the Continental Army under the command of George Washington. This was the first significant victory for American forces during the Revolutionary War. Le 2 juillet 1776, le Congrès se saisit à nouveau de la question de l'indépendance pour un vote final. Ce jour décisif, seule la délégation de New York s'abstint. On July 2nd, 1776, Congress again took up the question of independence for a final vote. On this decisive day, only the delegation of New York abstained. Le 4 juillet 1776, les 5 rédacteurs de la Déclaration d'indépendance des 13 colonies, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, présentent le texte à John Hancock, président du Second Congrès continental, qui la signe. On July 4th, 1776, the 5 drafters of the Declaration of Independence of the 13 colonies, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston, Benjamin Franklin, and Thomas Jefferson, presented the text to John Hancock, president of the Second Continental Congress, who signed it. À partir du 8 juillet 1776, le texte de déclaration d'indépendance des États-Unis sera lu dans les 13 colonies. Beginning on July 8th, 1776, the text of the United States Declaration of Independence was read in the 13 colonies. Le 9 septembre 1776, le Second Congrès continental change officiellement le nom de la jeune nation américaine de 13 colonies pour États-Unis d'Amérique. On September 9th, 1776, the Second Continental Congress officially changed the name of the young American nation from 13 colonies to United States of America. Dans la nuit du 25 au 26 décembre 1776, George Washington traverse avec ses troupes le fleuve gelé Delaware. Cette attaque audacieuse offre à l'armée continentale une victoire cruciale. On the night of December 25th to 26th, 1776, George Washington and his troops crossed the frozen Delaware River.
This daring attack gave the Continental Army a crucial victory. Le 20 avril 1777, Lafayette, âgé de 19 ans, embarque à bord du navire La Victoire pour son premier voyage aux États-Unis d'Amérique. Il rejoint George Washington pour combattre les Britanniques en août 1777. La guerre d'indépendance des États-Unis va durer 7 ans, 11 mois et 23 jours, soit du 19 avril 1775 au 11 avril 1783. On April 20th, 1777, Lafayette, 19 years old, embarked on a ship, La Victoire, for his first voyage to the United States of America, and joined George Washington to fight the British in August 1777. The American Revolutionary War lasted 7 years, 11 months, and 23 days, April 19th, 1775 to April 11th, 1783. Le 3 septembre 1783 sont signés à Paris et à Versailles plusieurs traités de paix par les représentants du Congrès américain, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Espagne, mettant fin à la guerre d'indépendance des États-Unis. Ce corpus de textes constitue ce qu'on appelle la paix de Paris. On September 3rd, 1783, several peace treaties were signed in Paris and Versailles by representatives of the American Congress, Great Britain, France, and Spain, ending the American War of Independence. This corpus of texts constitutes what is known as the Treaty of Paris. Thomas Jefferson a été le principal rédacteur, mais aussi le traducteur en français de la Déclaration d'indépendance. Thomas Jefferson, considéré comme l'un des principaux pères fondateurs des États-Unis, est un philosophe, politique, diplomate, architecte, polyglotte et homme d'État américain. Il a été ambassadeur des États-Unis en France de 1785 à 1789 et le troisième président des États-Unis de 1801 à 1809. Thomas Jefferson was not only the principal author of the Declaration of Independence, but also its translator of French. Thomas Jefferson, considered one of the principal founding fathers of the United States, was an American political philosopher, diplomat, architect, polyglot, and statesman. He served as the United States ambassador to France, 1785 to 1789, and the third president of the United States from 1801 to 1809. En ce jour du 250e anniversaire de la première lecture de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est la traduction de Thomas Jefferson qui sera lue par les jeunes férus d'histoire grâce à leur professeur d'histoire au collège Jean Monnet de La Loupe. En quittant le collège afin de poursuivre leurs études dans différents lycées, ils ont créé l'Institut pour la mémoire et le savoir historique, afin de garder la mémoire des événements historiques et de les partager avec tout public. On this 250th anniversary of the first reading of the United States Declaration of Independence, Thomas Jefferson's translation will be read by the young history enthusiasts, thanks to their history teacher at Jean Monnet Middle School in La Loupe. Upon leaving middle school to continue their studies at various high schools, they set up the IMSH, the Institute for Memory and Historical Knowledge, in order to preserve the memory of historical events and share them with the public. Constance, Jules, Charlène, Marlys, c'est à vous. Déclaration d'indépendance des États-Unis. Déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique réunis en congrès le 4 juillet 1776. Lorsque, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit. Le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation. Nous tenons pour évidentes, pour elles-mêmes, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but,
Le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur des principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtrait la plus propre et à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, en effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant des formes auxquelles ils sont accoutumés. Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité que les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces États. Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial. Il a refusé sa sanction aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public. Il a défendu à ses gouverneurs de consentir à des lois d'une importance immédiate et urgente, à moins que leur mise en vigueur ne fût suspendue jusqu'à l'obtention de sa sanction, et des lois ainsi suspendues. Il a absolument négligé d'y donner attention. Il a refusé de sanctionner d'autres lois pour l'organisation de grands districts, à moins que le peuple de ces districts n'abandonnât le droit d'être représenté dans la législature, droit inestimable pour un peuple qui n'est redoutable qu'aux tyrans. Il a convoqué des assemblées législatives dans des lieux inusités, incommodes et éloignés des dépôts de leurs registres publics, dans la seule vue d'obtenir d'elles, par la fatigue, leur adhésion à ces mesures. À diverses reprises, il a dissous des chambres de représentants parce qu'elles s'opposaient avec une fermeté virile à ces empiètements sur les droits du peuple. Après ces dissolutions, il a refusé pendant longtemps de faire élire d'autres chambres de représentants. Et le pouvoir législatif, qui n'est pas susceptible d'anéantissement, est ainsi retourné au peuple tout entier pour être exercé par lui. L'État restant, dans l'intervalle, exposé à tous les dangers d'invasion du dehors et de convulsions au dedans. Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ces États. Dans ce but, il a mis l'empêchement à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers. Il a refusé d'en rendre d'autres pour encouragement leur émigration dans ces contrées et il a élevé des conditions pour les nouvelles acquisitions des terres. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établissement de pouvoirs judiciaires. Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté pour la durée de leur office et pour le taux et le paiement de leur appointement. Il a créé une multitude d'emplois et envoyé dans ce pays des essaims de nouveaux employés pour vexer notre peuple et dévorer sa substance. Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a affecté de rendre le pouvoir militaire indépendant de l'autorité civile et même supérieur à elle. Il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos constitutions et non reconnue à nos lois, en donnant sa sanction à des actes de prétendue législation ayant pour objet de mettre en quartier parmi nous de gros corps de troupes armées, de les protéger par une procédure illusoire contre le châtiment des meurtres qu'ils auraient commis sur la personne des habitants de ces États, de détruire notre commerce avec toutes les parties du monde, de nous imposer des taxes sans notre consentement, de nous priver, dans plusieurs cas, du bénéfice de la procédure par juré, de nous transporter pour être jugés à raison de prétendus délits, d'abolir
dans une province you want to voisine stop? Yeah. du Yeah, I gotta système stop. But libéral I'm des gonna lois talk about it. anglaises. We are D'établir un 46%. gouvernement No, we are going to arbitraire stop. et de reculer ses You limites, mind? I know, because we afin all de faire know. à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ses colonies. De retirer nos chartes, d'abolir nos lois les plus précieuses et d'altérer dans leur essence les formes de nos gouvernements. De suspendre nos propres législatures et de se déclarer lui-même investi du pouvoir de faire des lois obligatoires pour nous dans tous les cas quelconques. Il a abdiqué le gouvernement de notre pays en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. En ce moment même, il transporte de grandes armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'œuvre de mort, de désolation et de tyrannie qui a été commencée avec des circonstances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trouver des exemples dans ces siècles les plus barbares et qui sont tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Il a excité parmi nos insurrections domestiques et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de sexe ni de condition. Dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles. Nos pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran et impropre à gouverner un peuple libre. Nous n'avons pas non plus manqué d'égard envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous leur avons rappelé les circonstances de notre immigration et de notre établissement dans ces contrées. Nous avons fait appel à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés au nom des liens d'une commune origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre notre liaison et nos bons rapports. Eux aussi ont été sourds à la voix de nos raisons et de la consanguinité. Nous devons donc nous rendre à la nécessité qui commande notre séparation et les regarder, de même que le reste de l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et des amis dans la paix. En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrès général, prenant à témoin le juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement, au nom et par l'autorité du bon peuple de ces colonies, que ces colonies unies sont et ont le droit d'être des États libres et indépendants, qu'elles sont dégagées de toute désobéissance envers la couronne de la Grande-Bretagne, que tous les liens politiques entre elles et l'État de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous, que, comme les États libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tout autre acte ou chose que les États indépendants ont droit de faire. Et, plein d'une ferme confiance dans la protection de la divine providence, nous nous engageons mutuellement au soutien de cette déclaration. Nos vies, nos futurs, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur. Merci les jeunes. Nous allons nous diriger vers la tombe du général marquis de Lafayette, de Madame la marquise de Lafayette. D'abord le drapeau, puis les jeunes, et puis ensuite nous tous, on va se mettre en cercle autour de la tombe pour la minute de silence, le dépôt de la gêne et les hymnes américains et français. Thank you for your reading. We're now going to follow the flag and the young readers here into Picpus Cemetery, where we will find ourselves at the tomb of the General Marquis de Lafayette and his wife, Adrienne. We're going to have the video follow them.
and everyone else will follow behind. When in the cemetery, we are going to do a minute of silence. We will also be laying a wreath. They are entering the Picpus Cemetery area, and momentarily you will see the grave of Mr. and Mrs. Lafayette. You can see the American flag now. On the other side of that wall is where Adrian's family was buried after the guillotine, and this is why Adrian chose this location to be buried. Remember, she was buried here first, and it was Lafayette who decided that he wanted to be next to his wife, and other Lafayette family members are buried here as well. The American Friends of Lafayette have a plaque on the gravesite, and it's just to the left of the American flag. That is our plaque. And this is where they change the flag every year. This year they did it on May 20th, earlier in the spring. I'm so thrilled that both of these presentations involved young people. I think that's just so important that the American Friends of Lafayette incorporate younger individuals in our ceremonies so they can understand the gravity and pass on what we're doing in years to come. Dépôt de gerbe. La gerbe de American Friend of Lafayette sera déposée par M. Min Van Lee. Min est français du Vietnam. Il a vécu aux États-Unis de 1969 à 1998 pour y faire ses études et y travailler. Il est revenu en France en 1998 pour s'occuper de sa maman. Il fleurit très régulièrement la tombe du général Marquis de Lafayette, mais aussi celle de l'empereur du Vietnam, Bao Dai, mort en France en 1997 et enterré au cimetière de Passy. Min vient régulièrement, 1 à 2 fois par mois, pour fleurir la tombe du général Marquis de Lafayette. The wreath from the American Friends of Lafayette will be laid by Mr. Min Van Lee. Min is a French national, originally from Vietnam. He lived in the United States from 1969 to 1998, where he pursued his studies and worked. He returned to France in 1998 to care for his mother. He regularly places flowers on the graves of General Marquis de Lafayette, as well as on that of the last emperor of Vietnam, Bao Dai, who died in France in 1997 and is buried in Pathé Cemetery. Min comes here once a month, sometimes 2 times a month, to lay flowers at the grave of General Marquis de Lafayette.
aux morts. Nous observons une minute de silence. We now partake in a minute of silence. Nous allons entendre l'hymne américain et l'hymne français. We will now hear the French and American hymns. With America's side. Do you want our picture there? Yeah, yes, over here. America's side. So that's why we came. Oh, there, such a narrative. Where is it? So what's the next thing? We're gonna go to America's for oh, here by the restroom. I'll make sure I don't get the restroom sign here. Yeah. Okay, give me 5 minutes. Two and two. Okay, where's it? Okay. Where it is, we can stop that one anymore. There, yeah. Oh, that's good. By angling it down like that, it has to glare on one day. It takes for 2 years. Oh, yeah. Right. Oh, we're good. No, come on. Les autorités sont invitées à saluer les porte-drapeaux, la porte-drapeau. Chers amis, chers American friends of Lafayette, chers élèves, chers tous, au nom de l'ambassade des États-Unis et au nom de notre ambassadeur Charolette, je vous remercie tous pour cette belle cérémonie aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous pour un peu de lecture qui est super. Merci encore pour notre président Parlement. Merci pour saluer le grand héros de franco-américain de la Révolution, le général Lafayette. Et vraiment, en tant que diplomate qui travaille chaque jour pour renforcer les liens entre la France et les États-Unis, pour défendre la démocratie, pour protéger nos nations dans le monde, vraiment, il n'y a pas un symbole assez fort
comme ça suit de général Lafayette. Et de penser de ce jeune homme qui a quitté son pays pour traverser l'Atlantique, pour défendre un pays pour comme ça, pour défendre ses valeurs qui est dans ce document. C'est vraiment incroyable. Son audacité, son courage, son amitié pour les États-Unis, pour la valeur de la démocratie, de la liberté. C'est vraiment frappant. Et vraiment, c'est le meilleur symbole franco-américain de nos relations. Et de voir ce jeune aujourd'hui de lire cette carte d'identité, c'est vraiment un plaisir parce que c'est le 250e anniversaire des États-Unis, bien sûr. Et c'est vraiment un grand merci de l'ambassadeur à vous tous pour le temps aujourd'hui. Merci encore. Vive l'esprit de Lafayette, vive la France et vive les États-Unis. Merci. Of the United States Embassy. Do you want to say it in English? Sure, Or shall I? yes, yeah. Okay, that'd be great for our friends who are on the Zoom. Thank you. Dear friends of the American Friends of Lafayette and all our friends gathered here today, on behalf of the United States Embassy and Ambassador Charles Kushner, I'd like to thank you all for this beautiful ceremony. It is really an honor to come and hear this rendition of the Declaration of Independence by these students at such a memorable site, at such an important site, that the grave of the General Lafayette. And as someone who works every day on reinforcing the relations between France and the United States and strengthening our bonds and our defense of democracy, there really is no better symbol of our work together and our commitment than that of General Lafayette, a young man who decided to leave his country, cross the Atlantic, fight for people he had never met, to defend values that are embodied in this document is truly incredible. And there's no better example. And today, as we commemorate the 250th anniversary of the United States, this is a perfect occasion to hear the youth of today proclaim the love of liberty and our values that France and America shares. And so again, on behalf of the embassy, thank you for your participation in putting on this great ceremony. Long live Lafayette, long live France, and long live the United States. Avant de conclure cette cérémonie, nous souhaitons rendre un hommage à tous ceux dont on parle pas ou peu, les volontaires de la première heure. Avant le traité d'alliance du 6 février 1778 et l'entrée officielle de la France dans la guerre aux côtés de l'Amérique, et donc bien avant l'arrivée du corps expéditionnaire envoyé par la France, de nombreux hommes, jeunes et moins jeunes, s'étaient portés volontaires pour combattre aux côtés des colons américains. Plus de 200 volontaires français ont rejoint l'armée continentale et se sont battus pour l'indépendance des États-Unis. Parmi eux, un personnage mérite un hommage tout particulier. Il est né en Alsace, d'une famille originaire d'Irlande, le capitaine d'artillerie Louis Poitiers Arundel, considéré comme le tout premier officier volontaire français tué au combat pour l'indépendance américaine le 9 juillet 1776. 250 ans après sa mort, une plaque commémorative sera inaugurée demain en son honneur à Gwynnesland en Virginie, jour pour jour après la bataille de Picpus et de Gwynnesland. Before concluding the ceremony, we wish to pay tribute to all those who are rarely or indeed never spoken of, the first volunteers of 1776. Before the Treaty of Alliance of February 6, 1778, and France's official entry into the war alongside America, and thus well before the arrival of the French expeditionary forces, many men, both young and old, volunteered to fight alongside American colonists. More than 200 French volunteers joined the Continental Army and fought for the independence of the United States. Among them, one figure deserves special tribute. Born in Allentown to a family of Irish descent, Artillery Captain Louis Dohickey Arundel is considered the first French volunteer officer
killed in action fighting for American independence on July 9, 1776. 250 years after his death, a commemorative plaque will be unveiled in his honor tomorrow on Gwynns Island, Virginia, marking the exact anniversary of the Battle of Cricket Hill near Gwynns Island. Merci à tous pour votre présence ici à Picpus, mais aussi partout dans le monde grâce à Zoom. Merci à Chuck. Spirit, the Spirit of America, pour commémorer l'adoption de la Déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776 et sa première lecture publique le 8 juillet 1776. Spirit, the Spirit of America, 250 ans plus tard à travers le monde, tous ensemble et à la même heure. Thank you all for being here, whether at Picpus or joining us from around the world on Zoom. Thank you, Chuck. Sharing the spirit of America to commemorate the adoption of the U.S. Declaration of Independence on July 4, 1776, and its first public reading on July 8, 1776. Sharing the spirit of America 250 years later across the globe, all together at the very same time. Nous avons une dernière grande surprise. Hier, on a reçu de l'initiateur de ce grand rassemblement, Peter Young, l'enregistrement de la chanson Spirit of America, dont le créateur et producteur est Chris Nash. Alors, on va faire quelque chose de fou. On va se mettre en cercle, la main dans la main, pour former une grande chaîne de l'amitié franco-américaine. On va représenter le globe et on va écouter The Spirit of America. We have a wonderful surprise. Yesterday, Agnes received a recording of the song Spirit of America, which was created and produced by Chris Nash, from Peter Young, who's the initiator of this great gathering. So hand in hand, we're going to form a chain of Franco-American friendship and listen to the song Spirit of America. On the front porch in the morning light, to a city street closing time. From the islands to the prairie, from the mountain to the sea, there's a whisper turning into sound. Old words rising from sacred ground. Not locked behind glass, not lost in dust, but alive in the hearts of us. 250 years gone by, still that promise lifts its eyes. One day, one moment, one promise out loud. Let the whole wide country hear it now. Spirit of America, right every heart. From sea to sky and sea, y'all. You burn like a flame. Spirit of America, call us by name. One nation, one voice underneath one sky. Beat it together, let freedom rise. Spirit of America, breathe in us tonight. Time was more than ink back then. Trembling hands and stubborn pens, they gave their names to the fire for a dream they might not see. Lives and fortunes, sacred honor, roll like thunder through the water. And every generation since has had choose what freedom is. These words were made for common ground, made for the people to read out loud. The promise still breathes when the people speak. In the strong, in the weary, in the brave, in the need. Spirit of America, rising in every heart.
One nation, one voice underneath one sky. Read it together, let freedom rise. Spirit of America, breathe in us. Still carry the spark, still tend the fire. Remain done, the work ain't through. It lives in you. Freedom is a birthright, freedom is a we keep time zone. Sure, we remember who we're living for. Spirit of America, rise in every heart. From sea to shining sea, from every road and yard. Light, liberty, still burning like the flame. One nation, one voice, let the whole world hear the words that carry us through fight and fear. One and one choice, beneath one sky. Breathe it together, let freedom rise. Spirit of America, breathe in us tonight. Not just a memory, not just a dream, but a promise still becoming what it means. Spirit of America, rise. Thank you very, very much. Thank you so much. From Picpus Cemetery, thank you, Agnes Stietsz and Charlotte King and the students and everybody that's there. A big round of applause for your hard work and standing there in the hot sun. I can't thank you enough for not only honoring the friendship between our two countries, but honoring General and Lafayette and Adrian Lafayette and all the hard work both you did and the folks down in Chavaniac did. We covered so much today, and I couldn't be prouder to be not only American, but also American friends of Lafayette. Thank you all very much. I wish you a great rest of the day. Vive Lafayette! Vive Lafayette! Chuck, you are a little bit French. You are not only English, you are also French. Just a little. Thank you.